Et si on vous disait qu'un trajet Paris-Marseille en voiture électrique se faisait aussi rapidement qu'en voiture thermique ? 9 heures avec les pauses. Planifiez votre prochain trajet en téléchargeant gratuitement l'application ChargeMap, disponible sur iOS et Android. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode hors série d'Electrochoc, le podcast d'automobile propre qui fait de temps en temps un break avec l'actualité de la voiture électrifiée pour une interview de personnes remarquables. Et c'est Raphaël Beau qui nous fait le grand honneur d'être dans notre studio aujourd'hui. Alors, juste pour vous replacer le personnage, au cas où vous auriez le malheur de ne pas la connaître, Raphaël, c'est la Furiosa, la Katniss Everdeen, la Ellen Ripley, la Sarah Connor, la Hermione du monde de la presse automobile spécialisée dans la voiture électrique. La consultation de son œuvre se fait en effet toujours en deux temps. D'abord, la lecture de ses articles eux-mêmes dans la rubrique Vroom du site de Numérama et dans sa newsletter What Else, avec une plume d'une grande justesse, mais toujours acérée, trempée dans l'acide et qui appuie là où ça fait mal. Puis, dans un second temps, une fois franchi la conclusion, en passant à la consultation des commentaires sur les réseaux sociaux, où se tient bien souvent une guerre de tranchées avec toujours la même scène, des légions de sachants à la virilité débordante qui se précipitent pour relever la moindre virgule qu'ils estiment de travers, avant de se faire systématiquement dézinguer à l'arme lourde par cette Valkyrie qui les attend de pied ferme, avec un sourire en coin et des flammes dans les pupilles. Vous l'aurez compris, arrondir les angles de sa langue de bois, très peu pour elle, et c'est tant mieux pour nous, mais ça inspire ma toute première question. Est-ce que ce n'est pas absolument épuisant d'être Raphaël Beau ? Alors là, c'est la présentation dont je ne m'attendais absolument pas. Merci pour tout ça. Mais je t'en prie. Et après, est-ce que c'est épuisant d'être moi ? Oui, parfois, je dois bien l'avouer. Alors, on va commencer par rembobiner un petit peu la VHS. On va revenir aux origines, un petit peu de ce qui t'a lié en premier à l'automobile. Est-ce que la petite Raphaël jouait aux majorettes ? Est-ce qu'elle regardait la F1 à la télévision ? D'où vient ce goût pour la voiture ? Eh tu as raison en parlant de jouer, parce que finalement, c'est depuis toute petite que je baigne dans cet univers-là, comme souvent. Mon papa était en concessionnaire automobile, j'ai toujours grandi avec les voitures, et bien sûr, j'avais des garages de petites voitures, même si j'étais une fille, et bien sûr que j'ai beaucoup aimé ça, petite. Un petit peu moins en grandissant, mais finalement, c'est revenu à partir du moment où j'ai pu me faire plaisir en achetant mes propres voitures. Et du coup, on peut dire quand même déjà qu'il y a un début, une naissance de ta passion, et donc pour l'automobile, et il y a un moment quand même où tu as fait un virage vers le journalisme, mais c'est pas arrivé tout de suite. Tu es passé par, on va dire, différentes pistes professionnelles. Oui, j'ai eu 1000 vies avant d'être journaliste automobile, qui est finalement un hasard et une opportunité que j'ai saisie. Après, oui, j'ai eu beaucoup d'autres métiers avant qui ont plutôt le lien avec le web qu'avec la voiture. Et mais en même temps, c'est ces métiers-là qui m'ont permis d'avoir de l'argent, de me passionner pour des voitures que j'aimais bien, de faire partie de communautés automobiles et de fil en aiguille d'avoir envie de parler plus largement d'automobile sur un blog. Voilà, alors le fameux blog Miss 280 chevaux. Ouais. Qui est devenu après, qui a eu une sorte de spin-off, on va dire, avec Miss Kilowatt. Ça, c'était à la base une sorte de projet personnel, sans arrière-pensée, ou une sorte aussi, un projet, comme tu disais, tu étais lié à, t'avais une expérience sur Internet, ou peut-être tu pouvais joindre les deux ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour un de mes métiers, je devais créer un blog sur la plateforme Overblog, puisque c'était la société dans laquelle je travaillais avec d'autres au milieu de rachats divers et variés. Et du coup, il fallait que je crée un blog, même fictif, ne serait-ce que pour avoir accès à leur forum. Et de là, je me suis dit, c'est sympa, autant animer ce blog. Et puis, je me suis pris au jeu à commencer à écrire, à partager ce que je partageais avant sur des forums automobiles divers et variés. Et puis, finalement, à le professionnaliser petit à petit à partir du moment où les marques, finalement, ont commencé à s'intéresser à ce que je faisais. Mais ça a commencé en 2012 quand même. 2012. Ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas, effectivement. Et donc, il y a un moment où tu as fait un virage pour que ça devienne totalement ta profession ?
En fait, le blog est resté une passion. Alors bien sûr, à un moment, j'étais à mon compte, donc je pouvais facilement me libérer pour justement faire les essais, couvrir les salons, les choses comme ça. Donc ce qui a permis aussi de professionnaliser toujours un petit peu plus le temps passé à animer ce site. Et puis de là est venue finalement l'opportunité professionnelle de passer journaliste. De pigiste en passant par la case pigiste pour tester un petit peu mes compétences à journaliste officiel et reconnu. Et du coup, tes premières piges payées, c'était pour qui ? Mais du coup, les premières piges payées, c'était pour Numérama déjà. D'accord. Et ensuite, donc, embauché à plein temps, en CDI ? Oui, ils m'ont proposé une embauche à force de piger régulièrement et ils avaient un besoin pour avoir quelqu'un en permanence sur la rubrique. Donc, ils m'ont proposé. Moi, au début, j'ai dit à plein temps, ça va être un peu compliqué parce que j'avais encore mon activité freelance et avec pas mal de clients encore à gérer. Donc, il fallait que j'arrive à faire les deux. Une petite phase de transition. Voilà, pendant un an, je suis restée, on va dire, à mi-temps pour Numérama. Et après, maintenant, c'est plein temps et à fond. Mais du coup, tu as dû faire, parce que à la base, ta passion pour l'automobile, c'est du thermique. Quand même pas mal. Ah, c'est né du thermique. Voilà. D'ailleurs, d'où le nom 1280 chevaux qui venait d'une de mes voitures qui a marqué mon parcours. Quelle voiture ? Je pourrais te le faire deviner. Je pourrais le faire deviner aux gens qui nous regardent, mais c'était pour la Nissan 350Z. Chouette automobile. Et du coup, quand même, tu as dû faire, parce que Numérama ne parle que de voitures électriques, en tout cas, mobilité au sens large, mais au niveau de l'automobile, la voiture électrique. Et est-ce que tu es passé à la voiture électrique, enfin, dans ton sujet, on va dire, parce que tu avais l'opportunité de travailler pour Numérama, est-ce qu'il y a eu un goût personnel qui s'est mis en place petit à petit, ou tu te dis, moi, de toute façon, j'aime toute forme d'automobile, thermique ou pas Alors, je continue à aimer toute forme d'automobile. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut me reprocher. Mais je pense qu'on reviendra sur le sujet un petit peu plus tard avec nos amis, les haters, qui pensent qu'on est matrixé par la voiture électrique. La voiture électrique, j'y suis déjà venue à l'époque du blog, puisque j'ai eu l'opportunité que Tesla me prête une première Model S en 2016. Et donc, j'ai commencé, je m'intéressais déjà à la marque bien avant, mais j'ai commencé à y goûter. Et quand on y a goûté, tu le sais, on commence à vite devenir un petit peu accro à ça. Et donc, du coup, je me suis formée parce que finalement, on peut aimer les thermiques et être assez pointu sur le sujet. Et puis d'un coup, sur l'électrique, on repart presque de zéro. Il faut réapprendre beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai appris et j'apprends toujours en fait au quotidien. Déjà, les technologies évoluent tous les jours, donc il faut suivre. Mais j'ai appris et je me suis formée en même temps que j'ai évolué dans Numérama à avoir une analyse plus poussée sur l'électrique et à devenir presque experte. Presque. Allez, ça c'est la modestie qui parle. Mais du coup, excuse-moi peut-être de te mettre dans une position délicate, mais d'un point de vue personnel, est-ce que Raphaël Beau est passé à l'électrique, elle aussi, dans ses déplacements ou pas ? J'adore la question parce qu'il connaît la réponse. Exactement. Je te pousse dans le piège. Non, mais en plus, c'est pas comme si je m'y attendais gros comme une maison. Non, on va être transparent avec les auditeurs. Et c'est d'ailleurs une porte de sortie que j'utilise des fois, justement avec certains qui m'embêtent sur les réseaux. Je roule encore en thermique. Et pire, je roule en diesel. Mais non! Si, en fait, j'avais acheté cette voiture-là à un moment donné où, dans mon ménage, on avait deux 350Z. Ça fait beaucoup de 350Z pour un seul foyer. Et du coup, on était passé à une voiture plus pratique. Donc, j'avais acheté une BMW série 3 en diesel automatique pour faire des trajets un petit peu plus longs, etc. Et cette voiture, finalement, je l'ai toujours. Et j'aimerais bien passer à l'électrique. Mais il y a plein de questions métaphysiques qui fait que je procrastine un petit peu et j'ai toujours mon diesel. Je suis exactement dans la même situation que toi. Alors, je ne suis plus, mais je l'ai été parce que moi, ma première voiture électrique dont j'étais propriétaire, ça date seulement de l'année dernière. Et quand je l'ai... si tu me permets de raconter un petit peu aussi... je fais... Moi, je connais l'histoire de la mienne, mais nos amis ne la connaissent pas. Pourquoi c'est une petite Seat Mii électrique, ça fait un peu plus d'un an que je l'ai. Et quand j'ai annoncé que je l'avais acheté et que c'était ma première voiture électrique, tout le monde a dit
Comment c'est possible? Ça fait plus de 3 ans que tu es directeur en chef de Automobile Propre, tu n'as pas acheté de voiture électrique? Mais parce qu'on les essaye tout le temps. Alors, on les essaye tout le temps, et surtout, d'un point de vue personnel, j'avais pas besoin de voiture du quotidien. J'avais besoin d'une voiture loisir pour faire 30-40 km le week-end. Mais la voiture électrique n'est pas une réponse à toutes les utilisations. Il faut rouler pour que ce soit vraiment bénéfique d'un point de vue écologique. Et je n'étais pas arrivé à ce point-là. C'est seulement depuis l'année dernière où j'ai déménagé, mes trajets ont évolué avec plus de kilomètres, et là, l'utilisation d'une voiture électrique se justifiait, et c'est à ce moment-là que je l'ai acheté. Moi, j'ai exactement je me justifie aussi, je sens le besoin. Mais ça se comprend, mais moi, c'est aussi ce problème-là. C'est que moi, je télétravaille. Donc, je suis chez moi tous les jours de la semaine. J'ai utilisé ma voiture ce matin pour aller à la gare. En effet, c'est une quinzaine de kilomètres ou 15-20 kilomètres. Je l'utilise pour aller faire mes courses parce que c'est quand même pratique. Mais voilà, en dehors de ça, ma voiture me sert plus. Si je fais 1500 km avec mon diesel dans l'année, c'est magnifique. C'est-à-dire que je fais 1 à 2 pleins d'essence, de diesel. Et du coup, j'ai la problématique de me dire, acheter une voiture électrique, ok, mais si c'est pour qu'elle ne roule pas, c'est pas viable. Déjà, c'est pas un investissement intéressant. Donc, est-ce qu'il faudrait que je prenne une voiture d'occasion? Est-ce que je prends une voiture neuve? Est-ce que j'attends la voiture parfaite qui me fera reprendre un peu plus la route, ne serait-ce que pour rouler pour le plaisir? Enfin bon, il y a plein de questions. Et ce sujet-là, pour le moment, je le reporte. Oui. Mais ça viendra. Mais parce qu'il y a vraiment, quelque part, quand je démarre ma voiture, j'y prends absolument plus aucun plaisir. Ça vibre, ça fait du bruit, ça couine en plus. Il y a des alertes de partout parce qu'elle commence à vieillir. Il y a vraiment plus de plaisir à la conduire, et c'est quelque part un dommage. Alors que si j'avais peut-être une petite électrique, peut-être que je bougerais un petit peu plus, j'irais à droite, à gauche, parce que ça coûte aussi rien. Et donc, vu que toi tu essayes quasiment toute l'année des voitures électriques, les dernières qui sortent, si tu devais toi-même t'en acheter une actuellement, laquelle se rapprocherait le plus de tes besoins, ou celle qui te fait de l'œil, ou qui te plairait le plus? Là, c'est vraiment le piège, parce que justement, si j'ai pas acheté de voiture électrique, c'est parce que j'arrive pas à trouver la voiture parfaite. Mais la voiture parfaite n'existe pas, de toute manière. Les licornes, il faudrait avoir tout un parc automobile pour réussir à satisfaire tous ses besoins, ce qui est compliqué. Non, franchement, la voiture qui serait la plus rationnelle et la plus crédible à acheter, ça serait une Renault 5. Renault 5, pour toi, c'est... Une voiture qui sert au quotidien, qui est compacte, parce que là, pour le moment, j'ai une série 3, donc niveau taille, bon, c'est pas les 5 mètres de certaines voitures modernes, mais c'est déjà encombrant quand on doit se garer, quand on doit faire des manœuvres, quand on doit aller dans des petites ruelles et des choses comme ça. Donc, j'aimerais bien retrouver quelque chose de plus compact. En plus, je suis toute seule, donc j'ai pas besoin de trimballer une famille. Et du coup, oui, une voiture plus compacte qui sert pour les petits trajets, mais qui peut quand même faire des trajets plus longs. Je ne vais pas t'apprendre que même avec une petite citadine, on peut faire de l'autoroute. Ça nécessite un exercice un petit peu plus sportif. Quelques concessions. Voilà, mais c'est tout à fait faisable. Voilà, donc je trouve que cette voiture-là pourrait être un compromis qui se situe dans la bonne fourchette des compromis à faire. Et si tu devais faire, justement, tu me dis que tu attends la voiture parfaite, quel serait un petit peu le portrait robot que tu pourrais faire pour toi de la voiture électrique parfaite? Ça serait un tout petit... Qu'est-ce qui manque encore? Le problème, c'est qu'il faut toujours faire des choix, soit le look, soit le confort, soit le prix, soit la performance pure, soit l'efficience. Et finalement, on n'a pas une voiture... Si, il existe des voitures qui répondent à peu près à tout ça, mais après, il faut aimer son grand patron. C'est-à-dire que le meilleur compromis sur des voitures comme ça, c'est les Tesla. Tesla Model 3, par exemple, même si c'est déjà un peu trop grand pour moi. Mais voilà, il y a toujours un petit truc qui coince quand même quelque part. On parlera un petit peu de Tesla un petit peu plus tard. Est-ce que tu pourrais nous partager ton meilleur souvenir d'essai? Quel est un moment où tout s'était réuni, où tu as eu la bonne voiture au bon endroit, dans le bon lieu? Il y a quelque chose qui ressort? Il y aurait peut-être plusieurs essais, un petit peu difficiles de trancher, surtout que ça fait quand même quelques années, donc il y en a eu pas mal. Après, si je dois partager la voiture qui m'a le plus éclaté sur les derniers moments, les dernières années,
y en a une qui revient toujours et je la cite toujours comme la voiture coup de cœur, c'est la Hyundai Ioniq 5N. Mais je suis pas la seule dans la rédaction Automobile Propre. Je sais qu'il y a plusieurs fans. Et c'est vrai que cet essai-là, même si les conditions étaient pas folles, surtout on a eu une météo catastrophique parce qu'il pleuvait. C'était à Reims, c'est ça? Ouais, c'était à Reims. Et puis on s'est pris beaucoup de pluie. Donc on a pu faire des choses sur circuit, notamment des 0 à 200 km/h, ce qu'on ne fait pas forcément très régulièrement et pas sur route ouverte. Et non, quand on a pu sortir aussi dans la campagne environnante qui est très calme, on a pu s'amuser avec la fameuse boîte de vitesse et avec les fameux brop et les petits retours de gaz qui vont bien. Et là, franchement, j'ai été comme une gamine. Il y avait des sourires qui venaient tout seuls, il y avait des petits trucs, des petits cris, des petits trucs, des petits waouh. Et là, franchement, c'est vrai que c'était, voilà, oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment, et comme j'étais tout seul dans la voiture, je pouvais me lâcher. C'était génial. Est-ce que tu avais fait le même, j'en profite là, parce qu'il y a beaucoup de journalistes citent justement la Ioniq 5N comme une sorte de voiture qui a été une révélation. Est-ce que tu étais comme beaucoup ou, sur le papier, quand t'as lu la première fois le communiqué de presse où on te disait fausse boîte, faux bruit. Est-ce que tu y allais toi aussi en traînant les pieds en se disant ça va être une PlayStation, ça va faire faux, ça va être nul? Alors on va dire que quand j'avais lu les communiqués de presse, et je pense même si on retrouve peut-être je sais plus si j'avais fait un article au moment du lancement, enfin des annonces du modèle, j'avais fait c'est quoi ce bullshit? Ouais. On va dire les choses. Après il faut dire que les constructeurs nous avaient pu quand même. On a l'habitude des discours marketing, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est exceptionnel, ou pas. Et du coup je m'étais dit ouais, pas sûr. Et il y avait déjà eu des essais internationaux qui étaient passés, donc j'avais déjà vu un petit peu ce qu'en disaient certains, et je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils en font beaucoup pour les vidéos? Et quand on le teste soi-même, voilà, il y a plus de doute. C'est pas que du marketing. Il y a vraiment un vrai plaisir qui peut se dégager de cette voiture-là, malgré sa taille, malgré son poids, malgré son prix. Ça fait plaisir. Après, on avait déjà eu avec la Kia EV6 GT. Une petite mise en bouche, on va dire, de ce qu'était capable de faire le groupe en voiture qui apporte un peu de plaisir. Mais elle n'a pas marché pareil. C'était pas encore tout à fait ça. Mais ouais, qu'est-ce qu'on a pu s'éclater avec cette voiture, elle est géniale. Et du coup, je vais forcément te demander l'inverse. Est-ce que tu as ta pire expérience lors d'un essai avec une voiture électrique? Si tu peux la partager. Et si je peux la partager, après, j'ai eu des problèmes avec des voitures. Ça, tu le sais parce que je me suis légèrement exprimée. On a eu des voitures, alors comme souvent, il faut l'expliquer aux gens qui nous suivent, souvent les voitures de la presse sont des pré-séries. Et qui dit pré-série dit modèle avec des logiciels pas toujours terminés. Et quand on commence à avoir des pannes, des bugs, la voiture qui se ferme pas, qui s'allume plus, ou qui fait des jolis écrans noirs en plein milieu de l'autoroute et on sait pas ni où on en est en termes d'autonomie, ni si on va pouvoir rejoindre la prochaine aire de repos, c'est compliqué. Alors ça, j'avais eu donc la Peugeot i3008 m'avait fait quelques farces dans ce genre-là, mais c'est pas forcément le pire des essais parce que la voiture reste bonne quand elle marche bien. Quand elle fait pas ses petites blagues. Après, en mauvais essai, oui, pareil. On va croire que je tape sur le groupe Stellantis, mais désolé les gars, mais faites des efforts en même temps. la Citroën IC3, quand on l'a essayé, c'était des pré-séries, bien avant, puisqu'ils avaient pris du retard et ils nous ont fait les essais. 4 mois avant les premières livraisons et même eux, ils avaient des gros soucis, c'est-à-dire qu'ils avaient des équipes techniques avec des gens dans le garage qui changeaient des feux carrément parce que ils pétaient, il y avait des pannes. Surtout, ne laissez pas la voiture allumée pendant plus de 30 minutes si vous faites des vidéos parce que sinon elle redémarrera pas. C'est un essai un peu particulier dans des conditions particulières. La voiture n'est pas mauvaise, pareil. Mais elle n'était pas aboutie et ça casse l'expérience qu'on a. Alors après, comment dire, on fait un essai, on écrit un essai. Alors on juge la voiture sur la partie que l'on peut juger, son confort, sa tenue de route, c'est les choses qui sont de toute manière viables pour tous les clients. Et après, moi je mets une aparté en disant, sauf qu'il y avait des soucis et ces soucis sont et je les liste en général.
Bon, ça fait pas toujours plaisir aux marques, désolé les marques, mais moi j'ai un souci de transparence avec les gens qui me lisent. Je mets pareil aussi des fois dans mes articles que telle voiture m'a rendu un petit peu malade parce que j'ai une oreille interne un peu sensible et qu'il y a vraiment certaines voitures où c'est vraiment très très compliqué en tant que conducteur, hein, même pas en tant que passager. Donc en tant que conducteur, j'arrive à être malade et ça c'est souvent des réglages de suspension, des choix aussi. Et du coup, parfois, je le précise pour que les gens sachent que s'ils sont un peu sensibles à ce niveau-là, voilà, c'est une petite parenthèse, j'en fais pas tout un. Mais ça c'est un vrai problème que tu soulèves parce que effectivement, on doit essayer régulièrement des pré-séries. On rencontre des problèmes, mais est-ce que ces problèmes sont liés au fait que ce soit des pré-séries ou pas? On sait jamais. Donc, la transparence, c'est comme tu le fais, c'est-à-dire de lister ce qu'on a. Ouais. Le plus dur, c'est de noter justement, c'est-à-dire est-ce qu'on note sévèrement la voiture parce que elle n'était pas aboutie au moment où elle a testé, ou est-ce qu'on la note sur tout le travail, toute la base qui est quand même généralement assez solide, et on note quand même ces critiques-là en enlevant quelques points, mais sans. Oui, c'est-à-dire, je vais pas noter la IC3 3 ou 4 sur 10, quoi. Je l'ai noté 6 ou 7, je sais plus exactement. Je crois que je l'avais noté 7 et je crois que je l'ai downgradé quand les premiers clients l'ont reçu et avaient encore une flopée de bugs. Sans l'excuse de la précédente. Voilà, sans l'excuse, on va dire l'excuse des premières livraisons. Oui. Mais voilà, on essaye de noter en âme et conscience sur le fond, parce qu'après, il y a des voitures, ça c'est toujours aussi le problème. Il y a des voitures, les clients vont pas avoir de bugs. Ils vont tomber sur un exemplaire qui n'aura aucun bug. Le voisin aura acheté la voiture en même temps, il aura que des bugs, que des problèmes. Et ça, c'est la loterie. Et ça, c'est toujours difficile en tant que journaliste de savoir faire la part des choses entre ce qui est un problème sur toute la marque, ce qui est un problème spécifique à quelques modèles et éventuellement à la voiture qui a été assemblée le vendredi avant l'apéro et que les gens étaient un peu fatigués. Voilà. Ou le lundi matin. C'était les fameuses voitures du lundi matin. Pour le retour du week-end. Alors, t'es allé récemment en Chine, il y a quelques semaines peut-être même. C'était en avril. C'était en avril. Pour le salon de Shanghai. Salon de Shanghai avec BYD, il me semble, c'est ça? C'est BYD qui nous a invités. Est-ce que on parle beaucoup de la voiture électrique chinoise comme une sorte d'épouvantail pour l'industrie européenne, mais on tarde quand même à voir un petit peu de le voir véritablement en France. On voit que ça arrive timidement. On nous annonçait un raz-de-marée. On ne peut pas dire qu'il soit encore là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu as pu essayer quelques voitures, tu as pu voir des technologies en avant-première là-bas. Est-ce que pour toi, il recule pour mieux sauter? Est-ce que c'est une sorte de pétard mouillé? Ou est-ce que l'industrie européenne doit trembler? Ou C'est un sujet tellement vaste qu'il faudrait un podcast de 3 heures, mais on va essayer de faire un peu plus synthétique. La Chine, c'est un sujet qui est compliqué, parce qu'en effet, on nous a promis une invasion. Et les chiffres jusqu'à maintenant ne montrent pas d'invasion. Ceci dit, petit à petit, ça grignote des parts de marché, mais pas forcément sur l'électrique. Parce que nos gouvernements et même au niveau de l'Europe ont essayé de mettre des garde-fous. Mais sauf qu'ils ont oublié, ils les ont pas mis sur l'hybride. Donc les Chinois ont oublié d'être bêtes. Ils nous bloquent les électriques, c'est pas grave. On va arriver avec de l'hybride avec des bons hybrides et des hybrides encore moins chers que les hybrides européens et encore moins chers que les voitures chinoises électriques. Donc forcément, ça se vend. Et là, ils gagnent des parts de marché, on va dire en tant que marque. En tant que modèle électrique, pour le moment, le marché reste encore balbutiant. Il y a quelques marques qui commencent tout doucement à se démarquer, mais il n'y a pas le raz-de-marée prévu. Par contre, en effet, quand on regarde ce qui se fait en Chine, c'est aussi une autre planète. Est-ce que on va reproduire ce qui se passe en Chine? Non, parce que nous ne sommes pas chinois en fait. En Europe, on a des goûts qui sont différents, on a des attentes qui sont différentes, on a des budgets qui sont différents, et finalement, on le voit bien, les gens, ils achètent quand même globalement du français, de l'allemand, enfin des voitures européennes, éventuellement parfois un peu d'exotisme. Il y en a qui aiment bien les japonaises, par exemple, un peu d'américaines, un peu de coréennes. Mais pour moi, la vague chinoise, c'est un peu comme quand les Japonais sont arrivés, on a dit « Oh, la menace des Japonais ». Puis après, on a fait la même chose avec les Coréens. « Oh, les Coréens, ils vont tout rafler, ils sont dangereux, etc. » Et on vient quelques années plus tard et on a refait le même coup avec les Chinois. Non, ils vont prendre une part de marché. Alors certes, c'est une part de marché sur les constructeurs nationaux qui risquent de tirer un petit peu plus la langue. Après, moi je dis, il ne faut pas crier au loup non plus trop vite. Très bien.
On va parler maintenant, si tu le permets, d'un autre sujet un petit peu délicat. Elon Musk, Tesla. Je pense qu'on est là, pareil, on est un petit peu dans la même situation. Elon Musk a toujours été un personnage fantasque, on va dire. Tesla a toujours été une marque particulière, mais il y a eu un virage depuis, on va dire, l'année dernière, avec l'implication politique d'Elon Musk, et puis le fait qu'il rachète Twitter, qu'il partage ses idées. Est-ce que, déjà, j'imagine que toi, tu as vu un virage peut-être aussi dans les réactions que tu peux avoir sur les articles que tu écris sur la question. Est-ce que pour toi aussi, écrire sur Tesla, c'est pas comme écrire sur une autre marque ? De toute manière, écrire sur tous les sujets Tesla, c'était une planète à part. C'est-à-dire que Tesla est presque un écosystème dans la voiture électrique qui fonctionne sur sa propre planète. Après, moi, alors c'est assez drôle parce que maintenant, quand on lit mes articles, on a l'impression que je suis anti-Elon Musk, que je le déteste, etc. Pas dire que je le porte très fort dans mon cœur, mais j'ai été parmi ses fans. Pas vraiment, parce que c'est pas tout à fait dans ma mentalité, mais je l'ai énormément observé depuis 2016-2017, justement, là, on va dire le moment où Tesla s'est vraiment développé, même un petit peu avant. Donc j'ai suivi la manière dont il présentait les choses, comment il vendait, et puis il y avait un côté un peu sympathique, parce que c'était un des premiers patrons finalement qui s'exprimait en toute transparence avec alors justement pas à travers la presse, mais à travers des réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc il y avait un petit côté sympathique. Frais. Voilà. Ouais, avec une passion aussi. Et ça faisait du bien. Donc moi du coup je faisais partie des gens qui connaissaient tout ce qu'Elon Musk disait, faisait et tous ses projets. Puis en effet, comme tu dis, il y a eu ce virage sur les dernières années où déjà il a pris un melon pas possible. On est devenus les meilleurs, on est les seuls, personne ne peut nous toucher, nous écraser, etc. Puis après, il y a eu où il a commencé à avoir beaucoup de projets et donc à plus forcément travailler sur la voiture électrique. Donc ça s'est vu sur la gamme qu'on a actuellement. Avec SpaceX, avec l'IA et tous ces sujets-là. Il s'est pas mal, il a voulu faire plein de choses parce que c'est son cerveau qui fonctionne comme ça et je le respecte parfaitement. Mais du coup, déjà, ça a un petit peu changé la donne. Et puis après, ça a encore changé la donne quand il a commencé à partager ses délires de gamer, ses visions un peu misogynes, un peu racistes, des relents un peu racistes, des choses comme ça, des réflexions qui sont pas saines et du coup forcément quand on parle maintenant d'Elon Musk, il y a un hic à mon niveau, c'est-à-dire que ok, l'homme est peut-être brillant, mais il est parti dans une folie que je ne peux pas cautionner, donc forcément je suis un petit peu plus dur avec ce qu'il va faire maintenant. Donc du coup ça se ressent dans les articles qu'on traite sur Tesla aussi, mais Tesla en tant que voiture, tant qu'ils font des bonnes voitures qui répondent à des besoins à des bons tarifs, ça reste des bonnes voitures qui répondent à des besoins, à des bons tarifs. Donc moi, je ne vais pas critiquer Tesla si ils font du bon travail. Par contre, je les loue pas quand ils font des conneries ou quand ils essayent de nous vendre une sauce un petit peu avec des mythos. Ce qui arrive avec des promesses que beaucoup de gens croient, hélas, parce que Elon a promis que, là, typiquement, hier à minuit, Elon Musk disait je vais couvrir 50% de la population américaine avec les robotaxis d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année. Il couvre un territoire d'un mouchoir de poche à Austin actuellement. Bon. On connaît le fameux Elon Time qui a une notion du temps qui est très propre à l'entrepreneur. On verra ce qu'il en est, mais voilà. Il faut savoir... on peut aimer, on peut être fan, mais il faut savoir prendre du recul. C'est valable sur tout. Et moi, j'ose dire que je pense avoir du recul. C'est-à-dire que je suis capable de dire quand il fait des choses bien, mais je ne vais pas le louper quand il fait des choses mal. Et du coup, tes relations avec la communauté Tesla ? Avec des hauts et des bas. Non, en fait, j'ai quelques personnes qui sont très fans de Tesla, qui me suivent et qui savent justement que je sais faire la part des choses et que quand je tacle Tesla, c'est certes des fois un petit peu méchant, mais c'est
pas gratuit, c'est qu'il y a eu quelque chose qui voulait. Quand tout le monde disait il y a un boycott généralisé de Tesla en début d'année, moi je disais attention, les chiffres ne disent pas tout à fait ça, prudence sur ce qu'on dit. Donc je défendais Tesla en disant voilà, faut pas les enterrer trop vite. Donc voilà, la communauté Tesla, ceux qui me connaissent bien apprécient généralement ce que je fais. Après, j'en ai quelques-uns qui vont lire un ou l'autre article et qui vont me dézinguer parce que ils savent pas ce que je fais derrière comme travail et parce que l'article ne leur aura pas plu. Alors là, je vais devenir l'ennemi à insulter sur Instagram, en vidéo, etc. Bon, après, ça leur passera. Et c'est ça, en fait, je trouve c'est un peu ce virage que j'ai ressenti l'année dernière, c'est que on jugeait une Tesla en tant que journaliste automobile. Si on dit du bien ou qu'on en dise du mal, il y a forcément quelque chose derrière. On dit du bien ou on dit du mal d'Elon Musk. C'est-à-dire, si on n'aime pas une Tesla, c'est parce qu'on n'aime pas Elon Musk, et inversement. Et c'est ça qui rend, je trouve, qui fausse un petit peu le jugement qu'on peut avoir après un essai de Tesla. C'est très dangereux maintenant d'essayer de parler de Tesla de manière honnête. C'est qu'en effet, si on en fait la promotion en disant la voiture est bien, on va dire vous soutenez le fascisme. On cautionne. Parce que finalement, c'est ces mots-là. Non. Le patron, alors on peut difficilement séparer l'homme de l'artiste et l'homme du patron, mais voilà, il y a aussi des milliers d'employés Tesla qui font leur travail et qui n'ont pas les mêmes orientations politiques que le patron. Il faut aussi y penser quand on teste ça. Tous les salariés de Tesla sont pas des mauvaises personnes. Donc c'est une entreprise. Maintenant, le patron, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Bien, on va arriver à un sujet qui fâche un peu beaucoup. Alors, tes articles sont clivants, on peut dire ça. Il n'y a jamais de position tiède. Donc, ça c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça m'arrive. Il y a des fois, j'arrive. Ah oui? Et des fois, dans le même article, il y a du bon. Parfois, il y a du bon et du mauvais dans le même article. Donc, au final, ça fait du tiède si on met du chaud et du froid. Oui, c'est pas faux. Mais t'as quand même souvent des angles un petit peu agressifs. Après, il y a le jeu aussi d'avoir une petite titraille qui soit cliquante et on est tous face à ça, de toute façon. Mais ça mène à des échanges musclés dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Alors déjà, moi, il faut absolument... On n'en a jamais parlé, mais j'ai besoin d'avoir cette explication. On a tous nos petites habitudes, tous les réseaux sociaux qu'on préfère à d'autres. Toi, c'est LinkedIn. Pour moi, LinkedIn, c'est l'enfer. Moi, j'y vais, je regarde, je repars, mais tout de suite, tout ce que je peux voir m'agresse. Il y a un ton, il y a une ambiance. Alors, peut-être parce que je connais pas. Mais toi, tu as l'air d'y trouver ton compte. Alors, on va dire que j'étais surtout beaucoup sur Twitter. Avant. Oui. Et puis à un moment donné, l'anonymat de Twitter était devenu un peu problématique parce que là, j'avais vraiment, ça partait un peu dans tous les sens en effet, et il y avait vite une agressivité. Alors, je suis pas la dernière à rentrer dans la bagarre, mais tu le sais très très bien. Ah oui. Mais voilà, j'avais des propos qui étaient menaçants, j'avais des propos qui étaient ouvertement sexistes. Voilà, et donc au bout d'un moment, j'ai plus le côté politique est devenu la plateforme, j'avais décidé d'un peu de couper Twitter. Et du coup, LinkedIn, c'est une plateforme sur laquelle j'étais beaucoup parce que je me suis rendu compte que les patrons des marques s'y exprimaient. Donc, si on veut savoir ce qui se trame chez Volkswagen, par exemple, on a des déclarations du patron de Volkswagen assez régulièrement, il poste assez régulièrement. Donc, on a des petits trucs, on a des sujets qui peuvent émerger de ça. Ça sert de veille un petit peu. Ouais. Et du coup, j'ai aussi beaucoup partagé mes articles et j'ai construit une communauté qui est sur LinkedIn avec du bon et du bon à bon parce que comme tout algorithme, si X répond, il y en a un autre qui va voir le post parce que telle personne a répondu et lui me connaît pas mais va venir ramener sa fraise et généralement c'est pas toujours pour les bonnes raisons. Donc ça devient aussi un petit peu musclé parce que LinkedIn un temps était très professionnel avec des gens qui assumaient leurs propos et qui pesaient leurs mots et maintenant c'est devenu un peu le Facebook
D'accord. Parce que la moyenne d'âge est à peu près, il y a un peu toutes les catégories d'âge, mais est quand même en train de se tirer vers le haut. Donc c'est vrai que c'est devenu un peu un Facebook où les gens se lâchent. Et comme ils sont pas anonymes, parfois ça permet aussi de leur rappeler quelques trucs. Parce que j'ai eu des soucis avec des commerciaux comme ça, de concessions qui commençaient à dire des choses qu'ils ne devraient pas dire publiquement. Donc, on les rappelle un petit peu à l'ordre en disant est-ce que vous êtes sûr que vous assumez vos propos jusqu'au bout? Alors, moi, je te dirais que LinkedIn, si je m'y connecte, c'est avant tout pour... pour déjà communiquer avec toi, pour t'envoyer des messages, ou pour lire un petit peu ce que quand tu partages un article, t'ajoutes une petite analyse complémentaire. En général, c'est intéressant. Oui, et puis elle est souvent un petit peu encore plus cash que l'article lui-même. Parfois, oui. Et puis pour lire les commentaires. T'es jamais déçu du voyage? Jamais déçu du voyage, mais surtout, moi, je sais pas comment tu fais, parce que ça fait maintenant plus de 20 ans que je travaille sur Internet. Et les relations avec les commentaires, je pense que ça va, ça vient. Au début, ça touche et on répond. Puis après, ça blase, on y revient. Il y a différents. Je pense qu'on passe par différentes phases. Et j'ai l'impression que toi, tu ne laisses rien passer, jamais. C'est-à-dire que tu vas avoir un commentaire qui va être, alors faut voir les commentaires que tu as aussi quand même, hein, mais agressif ou même injuste, et je sais que s'il y a pas eu encore de réponse de ta part, c'est qu'elle va arriver. Et t'as cette politique personnelle où tu te dis je céderai jamais d'un pouce. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a quand même pas mal de commentaires où je réponds rien parce qu'il y a rien à répondre ou parce que les gens sont. C'est des sujets qui sont pas intéressants. Et avant de te laisser poursuivre, il y a quand même plein de commentaires positifs aussi. Il y a plein j'ai quand même plein de gens qui me suivent et qui me disent, et même des fois qui me corrigent un truc ou qui me disent ta phrase, je suis pas sûre de l'avoir compris, et du coup le doute que cette personne a eu en lisant fait que je vais aller corriger la phrase en mettant une virgule ou une parenthèse qui est précise, ou en formulant parce que en effet c'est peut-être pas clair. Et ça, c'est constructif. Voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des gens qui lisent le titre éventuellement de l'article qui va être, et éventuellement ma présentation, et qui répondent. Ils n'ont pas lu, ils savent. Ouais. Bon, en général, ils visent à côté. Mais du coup, ça m'agace un petit peu parce que de plus en plus, maintenant, je réponds merci d'avoir lu l'article. À ceux qui n'ont pas lu l'article, parce qu'on le sait. Mais du coup, je sais pas que je veuille systématiquement répondre ou avoir le dernier mot. C'est aussi parce que c'est le jeu des réseaux sociaux. Plus on répond, plus il va y avoir d'interaction. Et puis il y a des moments, c'est juste que ça m'agace. J'ai juste envie que certains comprennent que on n'est pas un défouloir. Alors je sais sur d'autres médias, hein, je pense aux commentaires de chez Caradisiac qui ont toujours été à un très très haut niveau. Les journalistes en général évitent d'aller regarder parce que sinon on pète un câble. Tout à fait. Alors moi, le problème c'est que j'ai tendance à quand même être trop curieuse, donc à vouloir regarder ce que les gens disent, ce que les gens pensent. Sauf que ça me fait parfois péter des câbles aussi. Mais j'aime bien aussi remettre l'église au milieu du village. C'est valable dans les articles, où j'aime bien débunker des sujets. Mais j'aime bien aussi dans les commentaires, quand les gens commencent à raconter des conneries. Je peux pas laisser passer ces conneries-là, parce qu'après ces conneries-là, ils vont continuer à les répéter ailleurs. Ouais. Le but, c'est d'essayer d'apprendre aux gens d'être pédagogue. Alors j'essaye d'être pédagogue s'ils sont pas s'ils sont pas réceptifs. Par contre, n'est jamais loin. Bon, des fois je sors un petit peu les griffes, mais c'est vrai que c'est jamais évident parce que pareil, en écrit il y a pas les émotions qui passent. Alors parfois on écrit un petit peu vite. Alors j'essaye de mettre des smileys drôles quand je me moque un petit peu ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile. Après même j'ai eu des rapports un petit peu corsés avec certaines personnes, mais pour autant on continue à échanger, on n'est pas d'accord sur certains points. On peut l'être. On peut se batailler sur certaines choses, sur les véhicules chinois, sur les choses, ou sur Tesla. Mais voilà, c'est aussi, ça fait partie du jeu d'opposer des points de vue. Alors des fois, c'est un peu plus musclé que d'autres. Mais non, par contre, c'est vrai que j'aime pas quand ceux qui savent mieux que moi, forcément, parce qu'en plus, tu le sais, je suis. Ceux qui n'auraient pas entendu ma voix et qui voient pas la vidéo, je suis une femme. Alors une femme dans ce milieu masculin, c'est un cran au-dessus au niveau de la difficulté.
Donc, tu penses? Ouais. Ouais. Ah, les hommes savent beaucoup, aiment beaucoup venir m'apprendre des choses. Que tu sais déjà. Que je sais déjà. Mieux. Oui. Et que j'ai écrit dans l'article qu'ils n'ont pas lu parce qu'ils ont commenté que le titre. Et ça non, ça agace pas du tout. Est-ce que tu penses, c'est toi qui as amené le sujet, mais ça faisait partie de mes questions suivantes. Justement, le fait d'être une femme et d'être sur le sujet de l'automobile, est-ce que tu penses que il y aurait une signature masculine sur tes articles? On enlèverait juste un L et un E à ton prénom. J'y ai songé sur LinkedIn à changer ça. Est-ce que tu penses que la réception serait radicalement différente? Une partie des commentaires sur LinkedIn, oui. Après, sur l'écrit lui-même, ça changerait pas grand-chose. Mais il y a quand même quelque chose, on le voit au niveau de certains comportements. Et il y a quand même une espèce de défiance parce qu'on est une femme, clairement. Surtout que c'est des lecteurs quand même qui sont pas toujours jeunes. Il y a une partie du lectorat qui est jeune, qui est un petit peu mieux éduqué à l'égalité homme-femme, mais sans vouloir stigmatiser les boomers. Mais en effet, les plus de 50 ans et surtout, moi j'ai des retraités. Bon, c'est un petit peu plus compliqué en termes de jugement. Donc, ma petite cocotte, je vais t'apprendre la vie. C'est un peu ça. Donc bon, après, voilà, ça fait partie du jeu. Mais le problème, c'est que s'ils s'attendaient à tomber sur une femme qui était gentille et docile, ils ont qui correspond à leur cliché de femme qu'ils ont dans la tête aussi. Mauvaise chance, ils n'ont pas tiré le bon numéro. Mais bon, après, on est toutes dans ce cas-là. Je pense à mes consoeurs Agnès et Géraldine que tu connais, qui font elles en plus de la vidéo et qui se prennent des remarques sur le physique. J'en ai eu quelques-unes à chaque fois que j'ai fait des apparitions en vidéo dans des lives, des choses comme ça. J'ai des remarques sur mon physique. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce que je raconte? Mais surtout, est-ce que si j'étais un homme, tu ferais des remarques sur mon physique? C'est ça, c'est que il y a vraiment un comportement bizarre. Alors ça tend quand même à s'améliorer. On va pas se leurrer, ça s'améliore un petit peu. Alors les extrêmes continuent à être très extrêmes, mais quand même ça s'améliore, c'est un petit peu moins. Mais maintenant, j'irai pas. Typiquement, je remplacerai pas un Maxime chez vous qui fait des essais vidéo tout le temps parce que je pense que je supporterai pas de voir les commentaires cons qu'il y a sur les plateformes genre YouTube ou des choses comme ça. Là, je pense qu'au bout d'un moment, mon quota de patience arriverait vite à sa limite, sachant que plus les années passent, plus le quota de patience il diminue. Alors, tu viens de parler de Géraldine, donc Géraldine Gaudy qui travaille à l'Argus, et puis Agnès Lasbarère chez AutoPlus. Est-ce qu'il y a un petit groupe de journalistes féminins? Est-ce qu'il y a une sorte de sororité, une sorte de... Est-ce qu'on se soutient face à l'adversité ou... On est noyé un petit peu dans des groupes de journalistes au sens large, mais c'est vrai que s'il y a besoin de sortir les griffes pour aller défendre Agnès en commentaire d'une vidéo, je serai pas la dernière à me jeter dans la mêlée parce que voilà, j'apprécie beaucoup ses consoeurs mais je le ferai pour beaucoup de monde aussi à partir du moment où la personne fait correctement son travail et raconte pas des bêtises, parce que ce qui se passe, c'est qu'on a dans le métier, tout le monde n'est pas parfait. Même moi, je suis pas parfait. Il y a des moments où on fait des erreurs, on peut en discuter. Mais c'est vrai qu'après, on a nos chouchoutes. Alors après, est-ce qu'il y a une sororité? Une solidarité, quelque chose? Non, ouais. Mais on va dire que on essaie quand même de serrer les coudes entre femmes, quoi. Et du coup, là les réactions dont on vient de parler, c'est plutôt des lecteurs, on va dire lambda. Tu as dit qu'il y avait aussi parfois quelques vendeurs chez des concessions. Par rapport à tes confrères de la presse automobile, est-ce que alors je dis ça parce que j'ai vu tu m'as même tagué dans un truc récemment. Est-ce que pareil tu vois une sorte de différence parce que tu es une femme, ou dans le cadre d'événements, dans le cadre d'essais, dans le cadre même de réaction à tes articles, de la part de confrères dont tu attendrais normalement peut-être un petit peu plus de distance, de retenue, et puis du fait parce qu'ils te connaissent aussi en vrai, quoi. C'est un sujet qui est forcément compliqué parce on n'est pas dans la tête des gens. On peut pas dire, on peut soupçonner des choses. Après, ça peut rendre parano, j'imagine, en plus. Hein, oui. Après, j'ai pas tout le monde ne m'aime pas.
Je le sais, je suis pas la personne la plus adulée dans les essais. Les gens se battent pas pour être binôme avec moi dans la voiture, mais voilà, je le sais. Je suis ce que je suis et il y a des gens que j'apprécie beaucoup, il y a des gens que j'apprécie moins. Il y a des gens avec qui il y a eu en effet des prises de tête, qu'elles soient légitimes ou futiles, hein, parce que des fois on s'engueule sur des sujets qui sont hors automobile. Mais voilà, en effet, l'autre jour, je te taguais parce que le podcast arrivant, je me suis dit c'est typiquement l'exemple d'un confrère qui est pas forcément très fanatique de la voiture électrique, puisque j'ai lu ses autres commentaires et il est plutôt pro-thermique, qui est arrivé d'un certain âge, d'un certain âge, d'un média qui est reconnu et respecté pour son côté très pointu du traitement de la voiture. Oh bah là, on sait qui on parle, mais vas-y, continue. Tout le monde ne sait peut-être pas, mais après, donc voilà, il est venu commenter parce qu'il a vu le post par un autre contact en commun, et il est arrivé et il m'a dézingué, pour ne pas dire qu'en gros j'étais indigne d'être journaliste, que c'était plus du boulot d'influenceuse. Bon, a priori, il ne sait pas ce que fait un influenceur, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails techniques. Un éditorial aussi. Voilà, et donc je lui disais, mais c'est un éditorial, c'était un sujet qui se veut volontairement cash, jamais, toujours sans pincettes, sans langue de bois, sans pincettes, et puis toujours un petit peu tiré justement pour provoquer les réactions. Et comme souvent les éditos en fait, et il était tombé là-dedans, et du coup je lui ai rappelé ce qu'était un éditorial, et que s'il voulait juger de ma compétence de journaliste, l'inviter à lire bien d'autres articles. Moi, ce qui me gênait en plus avec ce commentaire et ce commentaire sur cet article précis, c'est que il avait pas l'air de remettre en question le fond. C'était surtout la forme qui lui plaisait pas. Oui. Alors que, bon, la forme, c'est un choix. Comme tu disais, en plus, c'est lié à une sorte de biais d'humeur éditorial. C'était même tu faisais un retour d'expérience. Un article très intéressant sur ce que tu avais pu voir à une. Ouais, on parlait de squattage de borne en plus. Donc, oui. Et je disais, justement, en plus, le pire, c'est qu'il réagissait sur LinkedIn, pour pas citer la plateforme, mais il réagissait à un commentaire que j'avais laissé à quelqu'un qui commente régulièrement mes posts, qui fait à peu près 5000 km en voiture électrique tous les mois, pas tous les ans, tous les mois, donc qui est un très gros rouleur, et donc du coup on partageait un petit peu nos ressentis là-dessus. Lui il me disait, moi c'est plutôt des trentenaires et des quarantenaires qui squattent les bornes, et moi je lui disais c'est plutôt dans mon édito, et on l'avait enlevé de l'édito pour éviter de stigmatiser. Je dis moi dans mon expérience c'est plutôt des personnes âgées, des retraités, et nos voisins hollandais, belges, allemands, qui ont tendance à, en effet, une fois qu'ils sont en France, ils sont tranquilles, ils sont en vacances, donc ils se précipitent pas. Voilà. Et on avait ce débat-là, et il est arrivé, et apparemment, il se sentait vieux et étranger, et il a pris la défense de ces personnes-là. Ça arrive. C'est bon. Non, mais c'est souvent lunaire, en fait, ces commentaires-là. Il y a des gens qui débarquent avec des arguments, on fait mais pourquoi ? Ouais. Pourquoi ? Et dans le cadre véritablement d'essais, moi j'essaie d'observer, j'aime beaucoup Géraldine, j'aime beaucoup Agnès, il y en a d'autres. On a de la Mélina Priam aussi, la Florence Lacarde, qui sont extrêmement compétentes et de valeur. Mais dans le cadre de présentation, moi j'ai pu assister à des choses assez lunaires, mais j'ai toujours cette expérience de raconter, justement, on parlait tout à l'heure de la KE V6 GT. J'avais fait les essais en Suède. Je crois que c'était le premier essai que j'avais fait avec Automobile Propre. Et il y avait Mélina qui était sur place, et donc KE V6 GT, 585 chevaux, c'est un truc qui avionne bien, quoi. Et je pense qu'on pense qu'elle sait conduire. Oui. Alors oui. Pour ceux qui la connaissent pas. Bien sûr, exactement. Et justement, c'était une expérience qui était marrante, parce qu'il y avait, si je dis pas de bêtises, il y a un mode drift sur cette KE V6 GT qui est censé t'aider à faciliter. Et donc, il y avait un atelier évidemment sur un circuit. Je l'ai fait celui-là. Elle drift pas. Comme la Ioniq 5N. Il y a un mode drift, mais alors pour réussir à drifter, il faut se lever de bonne heure. Ça le fait pas à ta place. Oui, ça c'est sûr quand même. Ça facilite peut-être, mais voilà. Et c'est marrant parce qu'on on attendait en ligne, chacun avec son V6 GT. Mélina
était devant moi. Donc, il y a un instructeur qui est arrivé, qui a vu Mélina, qui est arrivé, et Mélina était prête à y aller. D'ailleurs, il y avait une gestuelle où, tu sais, genre, tout doux bijou. Et il a commencé déjà par lui demander si... Elle savait comment marcher une voiture ? Limite, voilà, comment démarrer, et commencer à lui expliquer en détail exactement ce qu'il fallait faire. Comment mettre de l'angle dans le volant pour réussir exactement. à aller. Et Mélina, qui je pense doit être tellement habituée à ce genre de... Oh oui, depuis le temps. Voilà, ouais. elle laissait dérouler d'une oreille distraite parce que... Bon, Mélina n'a pas grand-chose, juste pour dire, Mélina n'a pas grand-chose à apprendre de qui que ce soit en matière de pilotage. C'est cause toujours, tu m'intéresses. Oui, voilà, mais patiente et finit par s'élancer, fait un parcours au millimètre, la fumée, de l'angle, tout parfait. Et moi, j'arrive derrière. Alors que nous, on a tous échoué quasiment. Mais... Voilà, moi, j'arrive derrière et le mec, il me fait directement signe d'y aller. Je dis, non mais moi, j'ai besoin de... Moi, je sais pas ce que je dois faire, je sais pas comment ça fonctionne, et j'aimerais que tu m'expliques. Et donc il y avait pas la même spontanéité à m'expliquer ce que je devais faire. Alors en plus derrière, moi, j'ai tous les cônes, je les ai couchés. Donc c'est dire si j'avais besoin qu'est-ce que ça aurait été si j'avais pas eu les conseils. Mais vraiment, c'est un exemple véritable de sorte de misogynie ordinaire ou d'idée reçue par défaut, où la petite bonne femme dans la grosse voiture, il faut lui expliquer, il faut lui apprendre. Et puis le bonhomme derrière qui est plus dans les clichés de l'amateur d'automobile, par défaut, il sait. Ouais. Et ça reste... j'y pense régulièrement à ce moment-là. Mais ça reste. Et puis... Bon, après, généralement, les instructeurs sont plutôt maintenant cool et ils demandent assez cash, oui. Tu sais ou tu sais pas. Mais c'est vrai qu'après, en tant que femme, moi, surtout à l'époque où j'avais mon blog, j'ai été avantagée parce que les marques cherchaient à avoir des avis féminins pour toucher une communauté féminine, ce qui était un petit peu bête parce que ceux qui me disaient, c'était des hommes. Mais bon, ils voulaient avoir des visages féminins qui parlaient d'automobile. Et puis, moi, typiquement, je parle automobile différemment de quelqu'un qui va faire quelque chose de très technique, par exemple. J'essaye de faire plus dans le ressenti ou des choses comme ça. Mais du coup, c'est vrai que pendant un temps, être une journaliste, être influenceuse ou journaliste femme pouvait servir à faire les quotas. Oui. Pour pas avoir que des hommes. Mais après, ils comprennent vite à qui ils ont affaire et ça s'est un petit peu passé. Alors bien sûr, ils cherchent toujours à avoir des femmes, à pas faire que des essais entre hommes. Mais c'est vrai que ça évolue un petit peu avec le temps. Mais il y a eu quand même ça. Ça a été un avantage d'être une femme. Mais par contre, en effet, si on pose une question technique à table à des ingénieurs, ils vont regarder en disant OK. Vous voulez pas juste parler de la couleur ou Alors, si vous voulez parler avec la spécialiste des couleurs et matériaux, elle est là-bas. C'est la voiture, elle est jaune. Non, elle est morte, dorée, machin. Non, mais c'est pas mon truc. Et ça, c'est quand même un mystère qui reste, à mon sens, très actuel. C'est que quand on regarde les conducteurs et conductrices, notamment en France, on a toujours... C'est quasiment 50-50. La dernière fois que j'ai regardé, c'était il y a 51% de conducteurs, 49% de conductrices. Et pourtant, ça reste... Comment ça se fait qu'un sujet... Là, il y a une vraie parité, ce qui arrive rarement. Et malgré tout, dans les journalistes, ça reste... à une majorité... 90 facile. Et même... Alors, est-ce que c'est pareil pour Numérama? Je ne sais pas. Mais on regarde nos lecteurs... Il y a aussi un nombre bien plus important d'hommes que de femmes. On était content d'avoir attiré plus de femmes pendant un temps sur la section. Il faut dire que... Alors, elle est partie depuis, mais j'avais ma rédac chef qui faisait tout ce qui était scooter électrique, tout ce qui était 2 roues électriques, on va dire. Donc, du coup, on avait réussi à ramener aussi un lectorat un petit peu plus féminisé, parce que justement, c'était l'avis de femmes vers des femmes, même si notre avis n'est pas différent forcément de celui d'un homme. Mais voilà, du coup, ça avait un petit peu ramené. Après, je vais revenir sur la Chine vite fait, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment choquée quand je suis allée au salon de Shanghai. C'est que d'habitude, sur les journées presse, sur les salons, tu connais aussi bien que moi, la queue est presque aux toilettes des hommes, puisqu'il y a tellement d'hommes, et peu aux toilettes des femmes, parce qu'à part les hôtesses, il n'y a pas beaucoup de femmes. Ah, ben non, pas en Chine.
en Chine, il y a énormément d'influenceuses et parce qu'ils font beaucoup de live stream. C'est beaucoup de femmes et de jolies petites jeunes femmes, etc., mais qui savent très bien de quoi elles parlent. Ouais. Et il y avait autant de femmes que d'hommes sur le salon de Shanghai, sur les journées presse. Et ça m'a presque sidérée, parce qu'il y a vraiment, déjà, le public est beaucoup plus jeune. Ouais. Et c'est vraiment un monde complètement à part. Mais là, je me suis dit, ça fait plaisir. D'ailleurs, sur TikTok, moi, je suis des spécialistes de voitures électriques. Et il y a une fille, une chinoise, très très mignonne en plus, généralement, parce que ça aide un petit peu en Chine, mais jeune et mignonne et intelligente et brillante, qui fait ses vidéos et qui est très pointue sur le sujet. Et je pense que personne ne discute sa légitimité. La même chose en France. C'est pas tout à fait pareil. Et qu'est-ce qu'on pourrait... T'as une idée de comment on pourrait arriver à... Alors, si tu le savais, j'imagine que... Si j'avais la recette miracle. Oui, la recette miracle, mais toujours, je sais pas, un intérêt... Alors, est-ce que les femmes s'intéressent pas à la voiture parce qu'elles sont rejetées ou par le nombre d'hommes, ou est-ce que c'est un désintérêt mais elles sont quand même... Elles conduisent, ces femmes. Comment elles conduisent, elles sont passionnées, parce que moi, je le vois dans les communautés, les choses comme ça, il y a quand même toujours une part de femmes, alors, et pas toujours les femmes d'eux, parce que souvent, c'est ce qu'on... Oui. À une époque, c'était un peu ça. Les femmes étaient les femmes d'eux. Mais maintenant, moi, quand j'étais dans le club 350Z, j'étais pas la seule conductrice de 350Z à être dans le club. Et du coup, les femmes sont là. Alors après, est-ce qu'elles ont envie de se mettre en avant, parce que c'est quand même, mine de rien, la presse, qu'on fasse surtout maintenant que c'est de plus en plus filmé parce que tout ce qui est vidéo est important. Est-ce qu'elles ont envie de se mettre en avant, se mettre en scène, sachant ce qui va les attendre justement derrière, ce qu'on disait, cette horde de commentaires désobligeants qui ne critiquent pas le fond, mais juste la forme, et la forme physique dans le cas présent. La messagère, du coup. Et je pense que ça refroidit beaucoup quand même. Parce qu'il faut avoir les épaules. Hein. Quand on veut être journaliste au féminin, mais je pense que c'est pas propre à l'automobile, il faut être prêt à encaisser. Le cuir doit être épais. Ouais, et je pense que certains et certaines vont passer dans le métier et vont en être rapidement dégoûtés, hein. On l'a vu sur certaines personnes qui font de l'influence, pareil. Ça va un temps. Alors, il y en a qui durent et puis il y en a qui se désagrègent en plein vol parce que trop. La pression, il faut gérer les fans parce qu'il n'y a pas que les haters qu'il faut savoir gérer. Les fans sont parfois aussi un petit peu intrusifs, un peu lourds, un peu envahissants, et il faut aussi gérer. Donc, ça fait beaucoup. Si on n'a pas le caractère, si on n'a pas les épaules, et moi, je le dis de temps en temps, il y a des moments où je craque parce que ça fait trop et je suis fatiguée et c'est trop. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, du coup? Tu te fais une petite pause des commentaires? Ouais, alors je fais des détox. J'ai fait quelques détox forcés, c'est-à-dire où je coupe tous les réseaux sociaux, mais couper, c'est je désactive les comptes. Ouais. Ah oula, oui. Je l'ai fait. J'ai fait quelques fois cette année parce qu'il y a eu plusieurs moments de craquage. Mais après, parce que c'est difficile sur les téléphones. On a toujours les notifications. Alors on peut couper les notifications, mais on est toujours tenté d'aller voir et ça prend. Mais voilà, donc des fois des cures forcées et puis des moments où on se dit, on médite, on se dit c'est pas contre nous, c'est pas contre moi, c'est contre une institution, c'est contre le fait que les politiques veulent nous forcer à passer à l'électrique, que les gens sont agressifs envers moi, alors que moi je suis pas politique. Oui. C'est pas ma faute si on vous demande de passer à l'électrique. Je raconte. Voilà. Oui. Et j'essaye de le faire de manière la plus honnête possible, parce que ça c'est aussi il y a plusieurs choses dans notre métier. Il y a ceux qui font leur boulot, puis il y a ceux qui mettent toute leur âme, on va dire. Moi, quand je fais un sujet, j'y mets une partie de moi. Alors forcément, c'est pour ça que je suis parfois un petit peu plus chatouilleuse quand on vient critiquer mon travail, parce que j'y ai mis du cœur. C'est pas juste j'ai fait tourner une IA derrière et puis il y a rien de moi, voilà, et je passe à un autre article et j'en ponds 10 ou 15 dans la journée et puis voilà. Non, moi je fais pas beaucoup d'articles, mais ils sont fouillés, ils sont corrélés, ils sont vérifiés. J'essaie de remonter les sources, de bien vérifier, d'éviter de raconter des conneries, de bien...
Et voilà. Du vrai journalisme. Du vrai journalisme. Et même si le titre est un peu provoque, parce que, hélas... C'est comme ça que ça fonctionne. Je le dis souvent, mais j'ai déjà mis au défi comme ça des gens qui disent titre putaclic, parce que c'est le mot à la mode. Les gens savent pas ce que veut dire putaclic, mais c'est pas grave, c'est le mot à la vente. C'est le mot à la mode. Oui. Et je leur dis, écoutez, pendant quelques jours, je vous soumets mes articles et vous déciderez du titre. Et vous verrez qu'il y a de la taille, il y a les trucs, le machin. Et je leur explique toutes les règles du jeu pour qu'ils soient vus. Et je fais, par contre, si vos titres ne ramènent pas de vue à l'article, on va devoir s'expliquer. Et bizarrement, ils se dégonflent tous. Généralement, une fois que j'ai commencé à expliquer un petit peu les règles du jeu, ça abandonne très très vite parce que c'est pas si simple. Et ce que certains vont considérer comme un titre un peu provoquant, c'est juste parce qu'on est obligé de synthétiser ça dans 8 mots, 10 mots grand maximum, et que forcément, des fois, ça fait des raccourcis, et il faut lire l'article pour comprendre le déroulé qu'il y a derrière et toute la réflexion, et ne pas s'arrêter au titre. N'est-ce pas? Je les regarde là dans les yeux, les spectateurs. Ne vous arrêtez pas au titre, ni au chapeau. Allez, lisez, allez jusqu'à la conclusion. Vous verrez, il y a des fois des choses intéressantes. Au moins avant de laisser un commentaire. Si tu devais... Si tu rencontrais une jeune fille qui voulait se lancer dans ce joyeux métier de journaliste automobile, quel conseil tu lui donnerais? Ou est-ce que tu lui dirais fais autre chose? Non, je lui dirais fonce, parce que finalement, les rédactions intelligentes aiment bien les profils féminins aussi, parce que ça peut apporter quelque chose complémentaire à la rédaction. N'est-ce pas, Automobile Propre qui cherchait une rédactrice femme, donc si jamais vous voulez postuler et que vous êtes compétent, allez chez Automobile Propre, équipe bienveillante, donc vous serez bien reçu. Du mieux qu'on peut, effectivement. Et du coup, je lui dirais fonce, mais par contre je lui dirais fonce en disant tu vas t'en prendre plein la gueule. Il n'y a pas d'autre mot dans tous les cas, mais que tu sois homme ou femme, parce que les hommes, j'ai l'impression de faire ma victime, ce qui n'est pas tout à fait le genre de la maison, mais hommes, on s'en prend aussi plein. De toute façon, à partir du moment où on émet un avis, il faut être prêt à recevoir tous ceux qui s'y opposent. Oui, sur Internet, face à l'anonymat potentiel de... C'est ça, c'est un peu le problème de toutes ces plateformes-là où en plus les gens sont anonymes. C'est pour ça que j'aime bien LinkedIn, parce que des fois, il m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui dépassait vraiment les bornes, c'est-à-dire qui m'insultait quasiment à chaque poste. C'était pas des insultes méchantes, mais c'était permanent, c'était des critiques. Et au bout d'un moment, ma direction avait dit, mais on va faire un message à son employeur, parce que c'était un chercheur. C'est bien de trouver le support de ton employeur. Donc, et là, pour ça, je dois dire que je pense que vous êtes un peu pareil chez Automobile Propre. J'ai une hiérarchie qui sait ce que c'est et qui veut faire bien les choses et qui pense à l'humain avant de penser au pognon. Et ça, c'est tout l'intérêt de ces boîtes-là. Donc, il y a quand même un support. Alors, par contre, à la base, mes chefs, ils aiment pas trop quand je m'énerve sur Internet. Alors, on va pas dire que je sais tous les jours. Il y a des jours, je suis très gentille avec les gens qui m'écrivent, promis. Je vais avoir des soucis encore. Après, je vais avoir encore un petit message de la RH qui va me dire non, t'es très bien. Raphaël, on arrive au bout de cette interview. Ouais, oui, le temps passe vite, écoute. Alors, je vais te demander juste un petit exercice il va falloir que une faille spatio-temporelle. On enregistre ça, soyons honnêtes, on enregistre ça fin juillet. On va le mettre en ligne fin août. Quels sont tes prochains déplacements? Qu'est-ce que tu vas faire dans les jours qui viennent? Donc fin août, on est. Alors, là, si on se projette à fin août, il va y avoir la rentrée qui va commencer à se profiler. Donc, autant dire que le programme est un petit peu chargé sur certaines semaines. Alors, j'ai de la chance maintenant. Je suis plus toute seule. Pendant longtemps, j'ai été à peu près seule à gérer la rubrique Vroom de Numérama. Maintenant, j'ai un collègue, donc on se sépare un peu plus les essais. Donc, il va y avoir quelques essais. Logiquement, c'est lui qui va au salon de Munich aussi. D'accord. Cette fois, je vais pas aller me promener. Ceci dit, j'aime bien Munich, mais bon...
on va le laisser aussi un petit peu affronter la joie des salons et la fatigue des salons, ce qui me va très bien, parce que c'est fatigant. Les essais sont fatigants aussi. Hein. Tout le monde dit on fait un métier de rêve, mais vous réalisez pas toujours que c'est un vrai travail et c'est des vraies journées qui sont très très longues et très très fatigantes. Et du coup, il va y avoir plusieurs véhicules. Moi, je sais que je vais essayer le renouveau de Xpeng G6, G9. Logiquement, je fais Kia V4 et des belles choses qui arrivent à la rentrée. Qui Vitara, logiquement aussi. Maintenant qu'ils se réveillent sur l'électrique, on va essayer de suivre un petit peu et voir s'ils ont bien travaillé. Et puis il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs essais. Et puis après, il faut que j'arrive à ne pas être trop en retard sur l'écriture de mes essais parce que je un petit peu de retard sur certains. C'est des articles plus longs à traiter et c'est vrai que dans le courant de la journée où on a tendance à essayer de traiter ce qu'on appelle l'actu chaude, donc ce qui vient de tomber, on fait souvent passer les essais, les dossiers, les choses comme ça un petit peu au second plan et c'est dommage parce que là, typiquement, pareil, on reçoit les chiffres assez régulièrement. Donc début de mois, moi, c'est la passion des chiffres. Oui. J'aime les chiffres, des statistiques, etc. J'ai une plutôt bonne analyse du marché de l'électrique. Donc voilà, c'est des choses que j'adore faire et qu'il faut que je prenne le temps de faire. Écoute, merci beaucoup Raphaël d'avoir passé du temps avec nous. Je vous invite à, comme on dit, mettre un petit pouce. Surtout sur YouTube. Sur puis, YouTube. Des petites étoiles. Je crois que c'est des petites étoiles sur les podcasts, je crois. Hein. Exactement, les étoiles sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous. Et puis, on vous dit à la prochaine fois. À très bientôt. Au revoir.